Par nos éditorialistes, les attentats du 11 septembre 2001, c'était il y a déjà 10 ans. Tout le monde se souvient de ces images, 2 avions qui percutent les tours du World Trade Center, près de 3000 personnes tuées en plein cœur de New York. Des attentats signés Al-Qaïda. 10 ans après, avons-nous gagné la guerre contre le terrorisme? C'est la question que nous poserons à nos invités. Il n'y aura pas de procès avec Jacques Chirac dans le box des accusés. Des raisons médicales sont avancées, mais le procès des présumé emploi fictif de la ville de Paris se poursuit. Faut-il réformer le statut juridique du chef de l'État? Et puis nous parlerons du dernier livre de Pierre Péan, La République des mallettes. Péan enquête cette fois sur Alexandre Djouri, un homme d'influence, un intermédiaire qui s'est hissé au sommet de l'État, un livre explosif. Je vous présente tout de suite nos invités. Yvan Réaufol, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Figaro. Alain Frachon, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Monde. Marcus Mabry, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à l'IHT, l'International Herald Tribune, avec lequel nous sommes partenaires. Et puis avec nous, Bruno Darroux, bonsoir. Bonsoir, vous Vanessa. dirigez le pôle international de RFI, Radio France Internationale. On va tout de suite regarder ensemble, si vous le voulez bien, ces images. Holy shit! There's another one. I'm taking a look. Oh shit! Voilà, chacun d'entre nous se souvient où il était ce jour-là. C'était le mardi 11 septembre 2001. Il est 8h46 à New York, 14h46 à Paris. Un avion s'écrase dans l'une des 2 tours du World Trade Center, puis un second avion, un 3e, s'est écrasé sur le Pentagone et un 4e en Pennsylvanie. Je vous le disais, près de 3000 personnes tuées. Ces attaques parfaitement coordonnées ont été signées Al-Qaïda. C'était donc il y a 10 ans. Marcus Mabry, vous travaillez pour l'IHT. Vous êtes américain. Quand vous revoyez ces images, c'est toujours, j'imagine, la même émotion? Oui, c'est toujours la même. Hein. C'est vrai, ce jour-là, enfin, moi, j'étais à New York, en tant que New-Yorkais. J'étais chez moi, dans le Upper West Side, donc c'est-à-dire 2 miles et demi de World Trade Center. C'est mon ami qui m'a appelé, enfin, j'étais un jour de congé, et le jour après, j'aurais dû prendre l'avion pour aller à Yosemite, un des grands parcs nationaux des États-Unis. Donc, mon ami m'a appelé, il a dit, demain, tu pars pas. Et j'ai dit, mais quoi? Donc, il dit, il faut allumer la télé. J'ai allumé, j'ai dit, mais tiens, quelqu'un aurait pu frapper le World Trade Center pendant que je regardais la télé. Le deuxième avion a frappé la tour. Donc, là, j'ai dit simplement, il faut que j'aille au boulot. Donc, comme tous les journalistes américains en ce moment, on s'est pointé dans nos bureaux. On a passé 2 jours très, très, très longs et de nuits très longues. La plupart restent en bureau. Et c'est aussi frappant de regarder aujourd'hui. C'est vrai, depuis ce moment, les États-Unis et le monde, pour nous tous, a changé. Qu'est-ce qui a changé? Il y a plein de choses. Hein. D'abord, c'est bizarre. Pour moi, d'abord, je dirais que sur le plan international, si on parle de la politique de l'Amérique à l'étranger, si on parle de même l'économie américaine, ce n'est pas lié directement aux attentats, mais quand même, si on regarde ces 10 ans depuis les attentats, c'est une Amérique différente. C'est une Amérique avec un manque de confiance en soi. C'est une Amérique qui a peur. Bien sûr, on a lancé cette guerre contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut dire, comme vous avez demandé, est-ce qu'on a gagné cette guerre contre le terrorisme? Non, je dirais que non. Donc, d'un côté, on peut même dire que les terroristes ont gagné. Et c'était ça le truc on se demandait toujours à l'époque aux États-Unis et surtout l'administration Bush. On disait, enfin, une phrase qu'on sortait toujours, c'était une phrase bidon complètement. On disait, oh, mais si vous n'allez pas acheter de l'argent, si vous ne sortez pas à dépenser de l'argent, acheter des choses, des fringues, tout ça, les terroristes vont gagner. N'importe quoi. Enfin, c'était ridicule, les gens consentaient. Mais moi, je dirais que parce que l'Amérique, qui aujourd'hui vit dans un monde avec beaucoup moins de confiance en soi, je pense que cette Amérique, c'est aussi c'est le résultat de ça. Donc, d'un côté, c'est dans ce sens-là que je dirais que les terroristes ont gagné. Les terroristes ont gagné, Bruno Darroux, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, mais concernant précisément Al-Qaïda, 10 ans après, quand même, le bilan n'est pas brillant pour Al-Qaïda.
Voilà, à mon avis, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, il y a deux choses qui ont un peu tué Al-Qaïda. C'est d'abord la mort du chef, il y a quelques mois, au mois de mai, au Pakistan. Et puis on peut dire que les révolutions dans le monde arabe, en fait, ont privé Al-Qaïda d'une de ses causes principales, puisque Al-Qaïda disait qu'il fallait par le djihad renverser les élites corrompues du monde arabe. Ce n'est pas Al-Qaïda qui l'a fait, ce sont les peuples arabes. Donc Al-Qaïda, aujourd'hui, on estime que c'est une organisation à peu près de 2000 membres dans le monde, avec des franchises régionales, notamment AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQPA, Al-Qaïda péninsule arabique. Au Pakistan, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en Afghanistan, le bilan des Américains est mitigé, mais enfin, il n'est pas catastrophique. C'est-à-dire que Al-Qaïda ne peut plus s'entraîner en Afghanistan comme c'était le cas à l'époque. Alors, on sait par contre que côté pakistanais, la situation est plus compliquée. Mais enfin, le bilan n'est pas si mauvais en ce qui concerne la lutte contre Al-Qaïda. Après, la guerre contre le terrorisme, c'est autre chose. Yvan Rioufol, on est toujours, je vous ai vu, on a regardé ces images, ça paraît surréaliste quand même ce qu'on a vécu il y a 10 ans. Hein. Est-ce qu'on a gagné la guerre contre le terrorisme ? Écoutez, on voit aujourd'hui effectivement que les États-Unis ont un genou à terre puisqu'ils ont perdu leur classement dans les agences de notation. Alors on peut soutenir bien sûr que le coût de la guerre a aggravé cette vulnérabilité économique des États-Unis, mais d'abord, ça mériterait d'être analysé en profondeur. Moi, je ne suis pas spécialiste de cela. Mais si les États-Unis sont effectivement affaiblis, ils sont affaiblis économiquement, mais je ne soutiendrai pas qu'ils le sont à cause d'Al-Qaïda. Au contraire, je pense que Al-Qaïda a perdu la guerre. D'abord, elle a perdu la guerre, ça a été dit, parce que son chef a été tué. Malgré tout, c'est tout de même... Ce n'est pas le moindre des symboles. Elle a perdu la guerre, si on en croit les spécialistes, parce qu'Al-Qaïda a été contenu dans ses sphères de nocivité. Et puis surtout, si l'on se souvient des objectifs de guerre qui avaient été ceux de George Bush à l'époque, qui étaient de faire la guerre précisément à l'islamo-fascisme tel qu'il l'avait dénommé, ce qui lui avait valu beaucoup d'ennuis, mais malgré tout, je pense qu'il avait raison de nommer ainsi l'ennemi, et surtout de faire en sorte d'essayer d'insuffler un souffle démocratique dans les pays musulmans. Eh bien, on se rend compte malgré tout, même si on hésite à faire le lien entre ces objectifs et les résultats, que le printemps arabe a déjà fait sauter 3 tyrans, et que malgré tout, ce printemps arabe est une manière de dire non également au terrorisme et à cet islamo-fascisme qui avait été à l'époque désigné comme étant l'ennemi, et qui est un ennemi qui visiblement a été également reconnu comme tel par les musulmans eux-mêmes. Donc je pense que j'y vois au contraire de cette manière d'aborder les sujets plutôt une occidentalisation du monde. Alain Frachon, Yvan Rioufol dit sur son blog, et c'est ce qu'il vient de dire à l'instant, qu'il faut réhabiliter George Bush. C'est l'un de... Je provoquais, parce que oui, c'était parce que vous dites qu'il a résisté sujet... à Al-Qaïda et à l'islamisme totalitaire. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, je pense qu'il a eu tout faux. Et que l'histoire jugera très sévèrement la manière dont il a répliqué au 11 septembre. Alors, je le dis avec toute la facilité, je ne suis pas homme public, je suis commentateur et je parle 10 ans après. Mais je pense que sous le choc du 11 septembre, les décisions qu'un petit groupe de dirigeants américains ont prises, entérinées ensuite par le Congrès, ce sont des décisions que maintenant, pour beaucoup d'entre eux, ils le regrettent. Il n'y a que Dick Cheney et Rumsfeld qui ne font pas de... Je pense qu'il n'y avait pas un ennemi, une entité comme ça, organisée, qui s'appelait l'islamo-fascisme. Ça n'existait pas. Il y avait des groupes islamo-fascistes, il y avait, si vous voulez, comme ça, une sorte de licence commerciale. Ils sont dangereux, ils sont encore dangereux, d'ailleurs, ils sont encore dangereux. Mais ça ne remplace, si vous voulez, dans leur tête, il y avait un ennemi aussi grand que le communisme à vaincre. Ça n'a jamais existé. L'Amérique, quand elle déclenche ces deux guerres, a un surplus budgétaire. Le prix du pétrole est à $30 le baril. Bush déclenche 2 guerres majeures, sans élever les impôts. Ouais. Il plombe les finances publiques de l'Amérique pour un quart de siècle. Un quart de siècle, ou à peu près. Alors on peut dire qu'il y a des résultats. Il a eu des résultats. Il n'y a pas eu d'attentat majeur aux États-Unis depuis 10 ans. Il y en a eu ailleurs. Et voilà. La guerre contre le terrorisme islamiste n'est pas finie. Ça existe encore. Il y a des islamistes qui vont continuer à mener des opérations. Mais cette seule expression, guerre contre le terrorisme islamiste, n'avait pas de sens. Il s'agissait, comme certains l'ont dit à l'époque, notamment à la CIA, de mener des opérations de police ponctuelles.
du type de celle, par exemple, qu'a mené le président Obama contre Ben Laden. Honnêtement, je vais pas faire du yaka. J'imagine que dans ces moments-là, les décisions sont extrêmement difficiles à prendre. Mais je pense que l'histoire dira que la réponse américaine au 11 septembre était une réponse très largement erronée. Par exemple, attaquer l'Irak, si vous voulez, m'a dit un Américain, un historien américain, c'est comme si les États-Unis avaient répliqué à Pearl Harbor en attaquant l'Union soviétique. L'Irak n'avait rien à faire avec Al-Qaïda. Et ça a été une guerre de 10 ans, dont on n'est pas sorti d'ailleurs. Le cas d'Afghanistan est différent. Je suis tout à fait d'accord avec Alain d'abord. Il faut signaler que je n'ai pas dit qu'Al-Qaïda a gagné. J'ai dit que les terroristes ont gagné parce qu'on a changé. Comme on dit demain sur la une de International Herald Tribune, les États-Unis ont perdu et Al-Qaïda aussi a perdu. Donc on dit ça en titre sur la une. Mais c'est vrai, j'ai écrit une biographie sur Condoleezza Rice, qui était à l'époque de l'administration Bush, secrétaire d'État après Colin Powell, qui était d'abord un secrétaire d'État qui était vraiment nul. D'abord, il ne se confondait pas contre le rush qu'on a eu dans cette guerre en Irak. Même les médias américains, nous aussi, on était partie prise. On n'a pas fait notre boulot. C'était une espèce de... Et en tant que New-Yorkais, et la plupart de la presse américaine se trouve aussi à New York, on était traumatisés par les événements. Donc, on n'a pas fait notre boulot après. On n'a pas dit que non, on n'a pas examiné vraiment le cas présenté par la Maison-Blanche. Oui, vous voulez dire que la presse américaine aurait dû être plus critique alors à ce moment-là. Tout à fait, c'est clair. Elle ne l'a pas été. Et c'est grâce à ça que si on regarde les 10 ans depuis les attentats, avec l'exception du triomphe d'Obama, qui était un moment historique pour les pays, on était très heureux, tous les pays, même les républicains à l'époque, sauf ce moment, depuis les 10 ans, on vit aux États-Unis une espèce de déprime qui est quasi générale. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, c'était une erreur? Oui, sans doute, mais je persiste à penser que nous sommes injustes, enfin que les médias, que l'unanimisme médiatique est injuste avec George Bush. Il a fait naturellement des erreurs qui sont incontestables, mais qu'il est injuste avec lui. L'histoire tranchera naturellement entre nos deux divergences, bien entendu. Mais je pense qu'on est injuste pour au moins deux raisons. D'abord parce que malgré tout, il a eu le courage d'identifier un ennemi, quoi que vous le dites, même si cet ennemi était plus diffus. Pas le bon. Si, c'était le bon, bien sûr que si, ça a été le bon, et non seulement ça, mais il a même montré la face hideuse de ce qu'était ce djihad-là, et il l'a montré même aux musulmans eux-mêmes, puisque ce sont les musulmans eux-mêmes qui ont été les premières victimes de ce djihad-là. Et je pense que la facture n'était pas trop lourde. Mais bien sûr. L'islamophobie, quand même, la stigmatisation des musulmans qui sont suivis, l'utilisation de la torture. Il n'y a pas eu d'islamophobie. Non, mais sa démarche n'était pas une démarche d'islamophobie, c'était une démarche d'une démocratie luttant contre un totalitarisme. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, l'histoire lui donnera partiellement raison, et d'autant plus qu'il y a une autre image qui, je pense, a pu influer dans l'élan démocratique du printemps arabe. Ce sont malgré tout ces Irakiens qui, 2 ou 3 fois de suite, sont allés voter en masse sous les bombes, courageusement. Et je suis désolé, mais je pense que bien sûr, mais je pense que ces images-là ont beaucoup influé également sur le reste du processus. Oui, d'accord, mais n'oubliez pas cela. Retenons les erreurs qu'il a pu faire, qui sont connues, parce qu'elles sont régulièrement rappelées, mais rappelons aussi le courage qu'il a eu d'amorcer en tout cas ce processus démocratique dont on voit aujourd'hui malgré tout, alors on peut faire le lien ou pas, moi je fais le lien, dont on peut voir aujourd'hui malgré tout qu'il y a aujourd'hui 2-3 tyrans qui sont aujourd'hui déchus de leur trône, mais je ne mets pas entre parenthèses naturellement l'apport qu'a pu avoir Obama avec notamment son discours du Caire, qui a été un discours d'apaisement, mais je pense que la conjonction de ces deux politiques, une politique de force, une politique brutale et une politique d'apaisement, a fait ce que l'on voit aujourd'hui, et qui est, me semble-t-il, l'aveu d'échec de ce que cherchait en l'occurrence Al-Qaïda, c'est-à-dire un choc de civilisation. Il y a un choc de culture naturellement dans une frange de cette société-là, mais quand nous voyons ces jeunes musulmans qui réclament la liberté et la démocratie, au nom des valeurs de l'Occident, je suis désolé, mais je ne vois pas en quoi l'Occident, là, a failli. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'on a beaucoup parlé de la guerre contre la terreur, mais il y avait une vision quand même idéologique quand même de ce qu'on appelait les néoconservateurs, qui était effectivement aussi, c'était à la fois la guerre contre le terrorisme, et puis donc l'exportation... avec des soldats et des bombes s'il le fallait, on l'a vu en Irak, l'exportation de la démocratie, la vision de Bush du grand Moyen-Orient. Alors après, est-ce qu'il faut établir le lien
entre ce qui s'est passé en Irak et l'éclosion des printemps arabes, ça, franchement, je n'ai pas de réponse. Je dis pas que c'est. Mais moi, je n'en ai pas non plus. Simplement, c'est impossible. Qu'au moins qu'on s'interroge sur ce lien-là. Et en tout cas, l'islamophobie, si ça n'a pas été voulu, enfin, je pense que ça a été renforcé par le fait que l'administration Bush, à dessein ou pas, moi j'ai plutôt tendance à penser à dessein, n'a pas voulu régler ce qui reste aussi le conflit central dans cette région, au Moyen-Orient, c'est-à-dire le dossier israélo-palestinien. Ils ont fait un peu semblant de vouloir le régler avec la fameuse feuille de route, et ça n'a jamais été réglé. Et donc ça a renforcé l'anti-américanisme. Et c'est pour ça qu'après, on a eu Obama et le discours du Caire pour essayer de rattraper tout ça. Mais... Enfin, c'est un peu difficile pour moi de parler d'un triomphe de l'occidentalisme, parce que quand même, en ce moment, l'Occident, soit l'Europe, soit l'Amérique, on est en crise. Oui. Une crise économique, une crise de confiance. Et c'est l'Est, c'est l'Asie qui monte. Donc pour moi, c'est difficile. Peut-être c'est la Chine qui a gagné, enfin, après 10 ans. C'est pas lié à Al-Qaïda, ça. Non. Oui, tout à fait. C'est pas lié à Al-Qaïda. Moi, je crois que ce qu'on peut dire facilement maintenant, mais encore une fois, on a 10 ans de plus, ce qu'on peut dire facilement maintenant, c'est... On nous a présenté, George Bush a présenté la lutte contre le terrorisme islamiste comme la lutte d'une génération, comme la lutte déterminante du XXIe siècle et comme l'axe stratégique déterminant du XXIe siècle. Je pense que ça a masqué une réalité. C'est que effectivement la distribution du pouvoir, la distribution de la puissance économique, la distribution de l'influence politique était en train de changer. Oui. Mais ça n'avait rien à voir avec Al-Qaïda. C'était la montée en puissance des économies émergentes, ni avec l'islam. C'était ça, cette décennie au fond, elle a largement été autant marquée par la montée en puissance politique et économique des puissances émergentes, à commencer par la Chine, que par Al-Qaïda. Et pendant ce temps-là... C'est Védrine aujourd'hui d'ailleurs qui va totalement dans votre sens dans le monde. Oui, d'ailleurs, on peut presque monde. dire que ça peut être, alors effectivement 10 ans après c'est facile à dire, mais ça a peut-être été le chant du coq des États-Unis, c'est-à-dire qui ont voulu, parce que ça s'est traduit quand même par un interventionnisme sur la scène mondiale très, très fort, un interventionnisme militaire. Aujourd'hui on voit plutôt un retour à un certain isolationnisme, en tout cas des opérations, on l'a vu en Libye, qui sont menées de manière beaucoup plus discrète, alors aussi pour des raisons financières d'ailleurs, par les Américains, même si au dernier moment ils donnent le pushing qu'il faut quand même, par certains biais. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer, pour reprendre ça, que la guerre d'Afghanistan a épuisé l'Union soviétique. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer, d'une certaine manière, que la guerre américaine en Afghanistan et la guerre américaine en Irak ont épuisé non seulement les finances publiques de l'Amérique, mais quelque chose qui touchait aussi à la fibre morale de l'Amérique. À vous écouter, nous serions presque sommés d'oublier ce que l'on voit actuellement, c'est-à-dire des scènes de guerre, c'est-à-dire un pays qui rentre involontairement en guerre. Fallait-il ou pas répondre à ces scènes de guerre? C'est la question que je pose à lui. Est-ce qu'un acte de guerre, ce ne sont pas les pays émergents qui font la guerre, en l'occurrence aux États-Unis, ce sont bien malgré tout une entité qui a été dénommée comme étant Al-Qaïda et qui a été identifiée comme telle. Et donc, ils sont pas venus de l'Irak, ils sont venus de l'Afghanistan. On aurait dû lancer la guerre. Non, mais d'accord, mais je pense que l'on confond les sujets en voulant y mettre aujourd'hui les pays émergents dont on voit naturellement, mais on le savait avant le 11 septembre qu'ils allaient prendre la place qui leur était due. Donc oui, est-ce qu'ils n'auraient pas émergé? Ils auraient, quoi qu'ils arrivent, ils auraient émergé qu'il y ait le 11 septembre ou pas. On va faire une pause, si vous le voulez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de notre semaine dans le monde. Jacques Chirac ne sera pas dans le box des accusés. Le procès des présumés emplois fictifs de la ville de Paris va se poursuivre, mais sans lui. Pourquoi a-t-on tant tardé à juger l'ancien chef de l'État français? Et puis le dernier livre de Pierre Péan, livre explosif, toujours explosif, avec Pierre Péan, qui enquête cette fois sur un homme d'influence, un intermédiaire, Alexandre Djouri. De nombreuses personnalités politiques sont mises en cause. À tout de suite.